Bonjour. Cette semaine, nous sommes rendus à la quatrième semaine sur les 7 dynamiques de l'amour. Je vais vous demander, êtes-vous passionné? Êtes-vous du type passionné ou êtes-vous dans une relation où la passion se retrouve? Ou encore, êtes-vous dans une relation où vous aimeriez retrouver la passion ou atteindre la passion? C'est une bonne question parce que cette semaine, c'est exactement une des 3 composantes que nous allons regarder ensemble. Dans l'amour accompli, il y a la passion, l'intimité et l'engagement. Mais on retrouve dans le triangle de Sternberg des dynamiques qui comprennent la passion et c'est sur celle-ci que je vais m'attarder cette semaine. Je rappelle, l'amour romantique comprend la passion plus l'intimité, qui est l'amitié. L'amour admiratif comprend la passion et l'engagement, sans intimité. L'amour fou, uniquement la passion. Et évidemment, dans l'amour accompli, on retrouve les 3 composantes, la passion, l'intimité et l'engagement. Donc, c'est avec la passion que nous allons discuter cette semaine. La dynamique 5, la passion. La passion, c'est l'énergie vitale. C'est le désir, l'élan. C'est quand on a envie d'être fusionné avec l'autre, d'être toujours en train d'y toucher, de se sentir proche. On aimerait mettre beaucoup de temps à se fondre un dans l'autre. La passion, c'est énergisant. C'est quand on aimerait en fait prioriser ces moments de plaisir-là. La passion naît justement dans le plaisir. Dans une relation où il n'y a pas de plaisir à l'échange, où il y a des jugements, des critiques, du sarcasme, où l'amitié est difficile. La passion va être difficile. Si on voit le triangle de Sternberg, dans l'amitié, on n'a pas la passion. Dans l'amitié engagée, la passion est absente. Dans l'amour vide, la passion est absente. L'amour fou, c'est uniquement la passion. À ce moment-là, c'est juste sexuel. Mais l'amour romantique, c'est l'amour passionné. C'est la passion avec son ami. C'est, c'est quand dans l'amitié, il y a suffisamment de différence pour que la passion naisse. Ça peut être du mystère, de la distance, de l'interdit. Ça peut être une hiérarchie un peu différente. C'est fantasmatique. Ça peut être une différence dans les traits de personnalité, par exemple. Quelqu'un qui est extraverti avec quelqu'un qui est introverti. Ça crée un mystère. Ça peut être la surprise qui fait naître la passion. La surprise dans la différence. Comme quelqu'un qui est consciencieux avec quelqu'un qui est très ouvert. On peut s'émerveiller de la différence. Et quand on s'émerveille, on peut facilement se passionner. À la base, ce qui est en commun, c'est le plaisir. Le plaisir de la découverte de l'autre. Le plaisir de la présence de l'autre, de sa différence, de son unicité. Dans le plaisir, il y a l'observation de l'autre. Quand on observe l'autre et qu'on en tire un plaisir, on se passionne. Quand l'observation de l'autre, la connaissance de l'autre, nous fait découvrir des aspects qui nous émerveillent, qui nous rend curieux, qui
nous émeut. On a un beau terrain pour la passion. La passion, c'est l'envie de l'autre, le désir de l'autre, le désir de sa présence. C'est se sentir bien avec l'autre. Tout ça, c'est possible quand les irritants sont au minimum, quand l'anxiété est basse, quand on se sent en sécurité suffisamment pour la passion, le développement de la passion, quand on se sent accepté, aimé, au niveau corporel, quand on se sent vu et désiré. On désire un être qui nous désire. Parce que c'est sûr qu'une personne qui dédaigne de nous, ça va nous éteindre. Comprenez? Que dans une relation où un des partenaires critique ou fait des allusions ou des sarcasmes, où l'admiration est basse, la communication est négative, ça va éteindre la passion. Quand la communication est positive, l'admiration est présente. Quand la curiosité permet de s'émerveiller par les petites attentions. Je reviens à la permaculture humaine où je rappelle les fondements qui est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et partager les ressources de façon équitable. Et les ressources étant l'énergie. Ici, on voit que l'énergie est présente dans la passion, dans le désir, dans l'intensité. Le temps, l'attention et l'énergie sont les ressources à partager de façon équitable. Le temps, l'attention et l'énergie. La passion, lorsque les irritants sont au minimum et qu'on met un effort conscient sur l'augmentation des plaisirs durant la longévité du couple, tout au long, pour ces moments de passion. L'augmentation de plaisir, c'est les odeurs, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son hygiène, s'assurer qu'on a pris soin de soi avant de prendre soin de l'autre. C'est le respect de soi et de l'autre. L'augmentation des plaisirs, c'est s'assurer de sentir bon, de partager le plaisir en verbalisant le fait que l'autre sent bon, le toucher, l'ambiance, l'attention portée à l'éloignement des distractions, ces moments-là, par exemple. Ça peut être un décor, ça peut être s'assurer que les animaux domestiques sont moins présents durant des moments d'intimité qui sont passionnés, par exemple, selon la relation, puis le contexte. C'est un exemple que je donne. Mais il y a des petites attentions qui peuvent venir faire la différence selon le contexte. Le taux de détermination
qui est la théorie de la motivation, comprend l'autonomie de l'expression libre du désir dans le contexte de la passion, la compétence naviguer son intensité. Naviguer l'intensité, c'est-à-dire être capable de s'adapter à l'autre, laisser l'espace, être dans une danse répondante. Quand on se donne des rendez-vous, par exemple, la relation, c'est la connexion. La passion, c'est l'élan vital. Donc, l'élan vital qui est bien accueilli, ça fait monter tellement l'énergie. La connexion, le sentiment d'être vraiment compris à un niveau incomparable avec les autres relations. Donc, c'est pas négligeable parce que justement, c'est précieux, c'est unique. C'est unique à la relation, c'est un privilège de pouvoir partager sa passion avec l'être qu'on a choisi et avec lequel souvent on est engagé, idéalement. Dans l'amour romantique, il n'y a pas d'engagement, c'est la passion et l'amitié. Pour différentes raisons, il n'y a pas d'engagement. Mais dans la passion et dans l'amitié, on comprend quand même qu'il y a de l'investissement. Dans l'amour admiratif, c'est la passion et l'engagement. Pour Maslow, l'expression de soi, c'est le besoin supérieur. Donc, la passion est comprise dans la pyramide de Maslow. D'ailleurs, je vais l'observer à la prochaine diapo. Après avoir vu d'abord le Big Five, pour mentionner que l'extraversion, c'est une façon d'aller puiser son énergie au contact des autres. Donc, les extravertis vont se ressourcer en énergie au contact des autres. On peut comprendre que les gens passionnés qui sont extravertis ont des chances d'avoir une passion débordante d'énergie. L'ouverture pour l'expérience à la sensualité et à la sexualité par la créativité va augmenter également les émotions positives. Si on combine l'ouverture à l'expérience avec l'ouverture au contact des autres par l'extraversion, c'est deux traits de personnalité qui augmentent l'énergie par le contact. Et le neuroticisme peut comprendre l'impulsivité, c'est possible. Mais là, à ce moment-là, c'est des émotions négatives. Donc, si on se concentre à l'extraversion et à l'ouverture qui génèrent des émotions positives par la curiosité, la créativité, l'imagination, et des énergies positives découlant de l'extraversion, on nourrit la passion par cette énergie. La passion, c'est de l'énergie. C'est un désir. L'ouverture à l'expérience est un désir. L'ouverture à la créativité, à l'imagination, c'est une volonté, un désir créatif. L'extraversion, c'est un désir d'être en contact avec les autres. La passion, c'est un désir de partager son énergie avec intensité dans sa relation. Donc, je vais venir montrer la seconde diapo. Donc, quand le plaisir disparaît. Si
l'on considère que la passion fait partie des besoins fondamentaux humains de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques sont la base de la pyramide. Donc, le désir, la sexualité et les contacts physiques sont des besoins physiologiques. Les humains ont besoin de contacts physiques. Pas uniquement dans la passion, mais même dans l'amitié, comme je le disais les semaines précédentes. Que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, le toucher de la main, etc. C'est un besoin physiologique pour les humains, le toucher humain. Pour tous les hormones que ça libère. Et les besoins physiologiques comprennent le désir, la sexualité et le contact physique. C'est les besoins de base dans la pyramide de Maslow avec d'autres besoins physiologiques comme manger, dormir, se vêtir, avoir s'abriter, etc. Mais ici, on est dans la passion, donc je vais faire les liens avec les besoins physiologiques qui sont le contact, qui permettent la sexualité et le désir, c'est un sentiment physique. C'est un ressenti physique quand l'on désire physiquement quelqu'un d'autre, on le ressent dans notre corps. Le besoin d'appartenance, c'est la connexion affective. Quand dans une relation durable, on est dans une connexion affective pour le partage de la passion, on est au deuxième niveau. En fait, c'est le troisième niveau, parce que c'est l'amour, le troisième niveau. Mais le besoin de sécurité, il manque ici un niveau, parce que le besoin physiologique et le besoin d'appartenance au centre, normalement, il devrait y avoir la sécurité. D'accord? Évidemment, dans une relation de couple, on a besoin de notre sentiment de, de sécurité au niveau physiologique et au niveau psychologique. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il manque ici un niveau, mais ça aurait dû apparaître comme un besoin de sécurité. D'accord? Si le besoin de sécurité n'est pas comblé, évidemment, il va y avoir un problème au niveau de l'appartenance, de la connexion affective et on ne se rendrait pas à ce troisième niveau. Donc, il manque effectivement un niveau ici qui est la sécurité. Besoin physiologique, besoin de sécurité, appartenance avant la connexion affective. Ensuite, l'estime de soi, se sentir désiré et choisi. Dans une relation de couple, on sait qu'on est désiré et choisi parce qu'on est dans la relation encore tant qu'elle n'est pas finie. Mais qu'est-ce qui nous permet de savoir si ça va bien ou ça va pas bien dans notre couple? Il faut être choisi, pas seulement euh, dans le quotidien, mais on a les signes, là. On a les signes que la passion, si la passion s'éteint, on a des signes. On a des signes que est-ce qu'on est toujours choisi? On peut se poser la question. Des fois, il y a d'autres raisons que, que, que choix de partage de passion, mais c'est la première question qu'on va se poser habituellement. Quand la passion s'éteint, est-ce qu'on est toujours choisi? Donc, ça peut venir ébranler notre estime de soi lorsque on a cette composante qui disparaît sans qu'on sache la raison. Parfois, on connaît la raison. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un accident, ça peut être une distance qui explique. Mais quand on ne connaît pas la raison, c'est souvent source d'inquiétude. Donc, on se demande, est-ce qu'on est choisi? Est-ce qu'on est toujours désiré? Est-ce qu'on se sent désiré? Et l'accomplissement, c'est l'expansion à deux. Donc, c'est quand on est dans l'accomplissement,
on met en action notre passion en s'engageant. À long terme, on entretient, c'est l'entretien de la passion. Donc, quand le plaisir disparaît, on n'est pas dans l'accomplissement, on n'est pas dans l'expansion à deux. On diminue notre estime parce que on n'a pas le sentiment d'être désiré, d'être choisi. Le sentiment d'appartenance également diminue parce on ressent moins la connexion affective. Le sentiment de sécurité, il n'est pas là. Peut-être que peut-être que c'est pour ça qu'il apparaît pas dans ce dessin. Parce que quand le désir disparaît, c'est pas nécessairement un problème de sécurité, mais ça peut l'être. Si le partenaire va voir ailleurs, ne se protège pas, puis qu'il vit sa passion ailleurs et qu'il revient vivre sa passion après dans le couple, ça peut devenir un problème de sécurité. Donc, c'est important de s'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Les besoins physiologiques, c'est le désir, la sexualité, le contact. Si on perd le désir, la sexualité et le contact, c'est important de savoir pourquoi. Quand on se sent engagé et loyaux, mais l'attraction diminue, ça vient ébranler notre pyramide parce qu'on est engagé, on est loyaux et il manque un élément de notre amour accompli. Est-ce que cet élément-là est vécu ailleurs ou il y a une raison qui fait que ça ne l'est pas en ce moment? Est-ce que c'est un jardin qui doit être nourri? Est-ce que l'autre sait que c'est un élément de l'amour accompli? C'est pas une question de... C'est pas une obligation. C'est un objectif de vie, d'atteindre l'amour accompli. Pour certaines personnes, l'amour accompli, c'est l'objectif du couple. Il y en a pour qui ça ne l'est pas. Ben alors, c'est quoi? C'est dans le couple qu'ils vont se dire quel est leur objectif. Est-ce que c'est un amour vide? Dans l'idéal, on peut s'imaginer que les gens recherchent l'amour accompli quand ils veulent être en couple. Aujourd'hui, il y a différentes relations. Il y a des gens qui vivent du polyamour. Il y a des gens qui veulent être célibataires comme choix de vie. Il y a des gens qui veulent être célibataires, mais qui vont choisir quand même la passion et de vivre leur passion par l'amour fou, sans engagement, sans amitié. Dans l'amitié, il n'y a pas de passion. Des gens qui décident de vivre l'intimité, l'amitié uniquement, et qui mettent de côté la passion, ils mettent de côté le désir, le contact, la sexualité, la connexion affective qui découle de cette relation-là, euh, se sentir désiré, choisi, l'accomplissement, l'expansion à deux. C'est ce qui renonce. C'est ce qui renonce pour différentes raisons. Est-ce que les gens renoncent à la passion pour ne pas avoir à vivre la disparition de la passion? Il y a des gens qui veulent vivre que la passion.
Quand on est engagé loyaux, mais que l'attraction diminue, on se pose la question, comment nourrir mon jardin pour le faire vivre le plus longtemps possible? Parlant de passion. La pandémie a été très difficile pour les jeunes de 18 à 30 ans. Ceux qui ont répondu au sondage de la semaine dernière. Je voulais mentionner que pour beaucoup de jeunes, l'intimité et la passion sont exclus de leur projet de vie actuellement. On peut penser à l'énergie parce que l'énergie est une source importante des bénéfices de la passion. Mais quand quelqu'un se sent en manque d'énergie, est-ce qu'elle a envie de partager avec l'autre son énergie? C'est important de penser à cet angle-là parce que les gens extravertis, par exemple, qui ont été durant plusieurs années forcés d'être retirés de leur groupe en présentiel, que ce soit dans des classes, dans des activités culturelles, dans des activités sportives, etc. Les gens qui étaient extravertis ont vécu la pandémie beaucoup plus difficilement que les introvertis au niveau du ressourcement en énergie. À quel point ça a pu affecter les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs sur leur gestion d'énergie, leur volonté d'entrer ensuite en contact avec les autres. Parce que leur mode de fonctionnement habituel était de se ressourcer en groupe. Oui, mais ils ont dû s'adapter et changer leur mode de fonctionnement pendant une longue période. S'adapter, c'est une chose, mais un mode par tendance de ressourcement en énergie, c'est un mode de fonctionnement. On n'a pas été guidé pour savoir comment remplacer cette énergie. Cette énergie qui, normalement, se régénère au contact des autres pour les extravertis. Donc, qu'est-ce que ça a pu faire? Là, ici, je suis pas en mode reproche. Là. On a tous vécu la pandémie comme inattendue et je suis en mode analyse. Les gens qui sont extravertis, qui ont dû se retirer des classes, de leur activité sociale, de leur activité sportive, pour vivre en retrait, euh, en virtuel, ne pas être au contact des autres, ont été en perte d'énergie, ont changé leurs habitudes. Certains sont devenus sédentaires, certains ont appris euh, des activités ou ont fait des choses de façon individuelle, ou certains se sont davantage ressourcés en énergie, d'autres en ont davantage perdu. Parce que les extravertis et les introvertis dans la vie font des choix en fonction d'eux-mêmes, leurs intérêts. Les gens, par exemple, qui veulent travailler seuls vont choisir des emplois où ils vont travailler seuls. Les gens qui ont besoin de travailler en contact physique vont aller vers ça. Et ceux qui se connaissent mal vont se retrouver dans des mauvaises conditions parce qu'ils se connaissent pas suffisamment, ils ont fait des mauvais choix, puis ils vont se rendre compte qu'ils perdent d'énergie. Mais quand c'est imposé et que les gens avaient beaucoup d'activités d'exposition humaine
et qui s'en sont privés, se sont retrouvés longtemps en perte d'énergie. Souvent sans se connaître, sans savoir le pourquoi qu'elle perdait autant. Plusieurs aujourd'hui se sentent coupables d'en manquer autant, de plus savoir comment sortir de ça, comment récupérer un mode de fonctionnement énergisant. Certaines personnes vont se trouver paresseux, vont se sentir paresseux, vont se sentir coupables d'être sans énergie. Mais il y a des façons progressives de reprendre son énergie en fonction de son mode de fonctionnement, mais également de différentes façons en fonction de son anxiété. Actuellement, la problématique des jeunes de 18 à 30 ans qui ne veulent plus d'intimité, qui ne veulent plus de passion, à un niveau si élevé en 2026, je pense que ça peut découler, entre autres, particulièrement de la pandémie, d'une d'une adaptabilité qu'on doit refaire confiance aux autres. De un, parce que l'intimité, c'est la confiance. La base, c'est la confiance dans l'amitié. Il faut réapprendre à avoir confiance aux autres. Parce que pendant la pandémie, on a appris à se méfier des autres. Il y a des gens qui marchaient sur le trottoir, qui faisaient des détours, qui traversaient la rue pour ne pas marcher à côté d'une personne. Il y a des gens qui, dans des magasins, évitaient les allées où il y avait des gens qui passaient, là. À la base, il y a eu beaucoup de méfiance. Là, on voit les gens se parlent, les gens, on est sorti de la pandémie. Mais la méfiance profondément, le doute et la méfiance ont été ancrés. Et la perte d'énergie pour les extravertis, c'est intense. Les gens qui savent pas qu'ils sont extravertis, qui savent pas pourquoi ils sont en perte d'énergie, qui savent pas pourquoi que leur mode de vie actuel a été transformé depuis la pandémie, mais que l'énergie n'est jamais revenue. Il y en a peut-être qui pensent qu'ils sont en COVID long, puis dans le fond, ils ont juste pas repris leur mode de fonctionnement, leur tendance. Ils ont gardé des choix de vie en fonction de l'adaptabilité qui se sont de résilience en moment de crise, mais leur mode de fonctionnement interne, l'attention n'est pas venue là-dessus au moment où c'était possible de revenir à quelque chose de plus respectueux pour soi. Mais c'est pas un reproche, mais on est tous dans le mouvement de s'adapter en constance, mais des fois on oublie de penser à soi et comment on fonctionne. C'est quoi notre mode de fonctionnement? Pourquoi on se sent coupable d'être en perte d'énergie quand, dans le fond, toute notre vie est adaptée? Est adaptée à quoi? Ben, on s'est adapté aux circonstances, mais on est peut-être rendu à s'adapter à soi, là, à revenir à soi, pour pouvoir retourner vers les autres. Parce que 40 à 60% des jeunes qui ne désirent plus d'intimité et vivent de passion, c'est pas parce qu'ils sont pas exposés à des passions, ils envoient des passions. Effectivement, il y a différentes campagnes de peur dans le sens que
il y a beaucoup de discours sur les réseaux sociaux qui pointent vers des profils de personnalité ou vers des choix de vie et que les gens, ils veulent pas vivre avec des étiquettes, ils veulent pas se faire juger constamment parce qu'il y a des gens qui sont rendus vraiment extrêmes, là. Il y a des gens qui, si tu ne penses pas comme eux, t'es un ennemi, là. Ils acceptent juste pas que l'autre personne ait une opinion différente. Et pour certaines personnes aujourd'hui, ne pas les appuyer dans leur mode de pensée ou dans leur affirmation, c'est devenir son ennemi. Parce que si tu ne dis pas comme la personne, c'est supposé que tu penses l'inverse. C'est pas nécessairement ça, là. Tu peux être en désaccord avec la personne et ne pas avoir d'opinion actuelle pour pouvoir trancher sur ta décision, mais tu n'es clairement pas d'accord avec la personne. Mais les gens aujourd'hui, au niveau des communications, sont jugés s'ils s'expriment, sont jugés s'ils s'expriment pas. La liberté d'avoir des opinions différentes des autres, elle est diminuée en 2026. En 2026, le niveau de liberté dans des positions, différents sujets sociaux, mais les gens, les gens, même entre amis, osent plus parler entre amis. Puis là, les jeunes, ils n'en veulent plus d'amis. Ben, c'est parce qu'on se respecte pas. On respecte pas nos différences, mais nos différences dans nos opinions. On n'est pas obligé de penser toujours la même chose, mais c'est parce que essayer de convaincre l'autre personne de penser comme soi constamment, c'est un combat éternel, là. Il y a des gens qui se disent, mais j'ai pas l'énergie pour vivre tous ces combats-là. Quel combat? Ben, les combats d'aller devoir expliquer que je suis pas comme tout le monde, pas parce qu'on est spécial ou narcissique, etc., mais vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est dire, moi, à toutes les fois que je parle à quelqu'un, il faut que je sois d'accord avec, parce que sinon, ça va faire un conflit mondial. Donc, à toutes les fois que je parle à une personne, il faut toujours que je sois d'accord avec, sinon, je deviens un ennemi. Mais il y a des gens qui sont rendus qui veulent plus d'amis et ils veulent plus de connexion, ils veulent plus de passion parce qu'ils sont incapables de générer assez d'énergie pour survivre dans ces communications-là où ils doivent faire plaisir à tout le monde, mais que les gens se soucient pas de leur faire plaisir. Mais c'est trop, ça devient trop. Fait que les gens se disent, ben, je vais rester chez moi et j'aurai plus d'amis. Comme ça, je vais préserver mes énergies parce que j'en ai plus d'énergie. Je pense que c'est rendu quand même assez généralisé que les gens manquent d'énergie. On a un problème de gestion d'énergie. Il faut savoir qu'une des façons de se régénérer en énergie, c'est au contact des autres, particulièrement les extrovertis. Même dans un monde qui est compliqué et complexe, on a besoin des autres. Les introvertis, eux, parfois vont faire des choix de se retirer parce que ça demande trop d'énergie. Pas tout le temps. Mais moi, je serais curieuse dans les chiffres que partageait Guillaume Duluth de 40 à 60% des gens. Je serais curieuse de savoir si cette étude-là
mentionne le pourcentage d'introvertis dans les gens qui ont décidé euh, de faire ce choix-là. Ça pourrait nous aider, nous avancer à savoir comment on peut essayer de trouver des solutions ou explorer davantage la problématique. Parce que si on parle d'extroverti versus introverti, mais l'approche peut être différente pour les solutions. Moi, je pense que ça peut être aussi des extrovertis qui sont impliqués là-dedans parce que moi-même, j'ai eu mes propres défis étant, moi, je me considère ambivertie, mais c'est un autre sujet. Dans mon ambiversion, je suis davantage extravertie. Mais j'ai eu beaucoup de défis durant la pandémie, puis avec mon énergie. Énormément de défis au niveau de mon énergie. Ça reste un défi de, de reprendre mes énergies. Donc, je me sens quand même personnellement sensible à cette problématique. Même si moi, c'est pas une question de faire ces choix-là, pas du tout, mais par rapport à l'impact que ça a sur les extravertis, sur les introvertis, sur les relations, sur la passion. Mais je pense que c'est une question d'énergie. Des gens qui sont en carence d'énergie vont trouver difficile d'aller s'investir en énergie dans des relations de façon constante. Occasionnelle, c'est une façon de naviguer. On peut percevoir ça comme une façon de naviguer et comme une forme d'appel à l'aide. Moi, je considère que c'est comme un appel à l'aide que de dire que de répondre qu'ils ne veulent plus d'intimité, qu'ils ne veulent plus de passion. C'est comme un appel à l'aide. Et j'entends qu'ils ont besoin de savoir comment régénérer leur énergie. Donc, la passion, c'est une source d'énergie. Et je vais revenir la semaine prochaine parce que là, j'ai mis vraiment beaucoup de temps, mais ça mérite d'être encore creusé. Puis, si vous avez des angles dans lesquels vous voulez qu'on discute par rapport à la passion, vous les mettrez en commentaire pour pouvoir alimenter mon sujet et les angles de discussion. Donc, aujourd'hui, je partage la vidéo vraiment, vraiment tard parce que j'étais pas chez moi aujourd'hui, mais j'ai voulu quand même vous transmettre cette quatrième capsule des 7 dynamiques de l'amour. Et la semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine prochaine, c'est la dernière de la série, les 7 dynamiques de l'amour. Mais je vais parler longuement la semaine prochaine parce que j'ai toutes les diapos restantes à discuter, mais je veux revenir sur la passion parce que j'ai d'autres sujets rattachés à la passion que je veux aborder avant de conclure sur les 7 dynamiques de l'amour. Donc, j'espère que vous avez aimé ça et n'hésitez pas à mettre en commentaire les angles que vous aimeriez que j'aborde. À la semaine prochaine!